30 milliards de francs CFA, c'est la somme totale que recherche le ministère de l'Économie et des Finances. Pour atteindre cet objectif, le dit ministère prépare une nouvelle mobilisation de fonds sur le marché financier régional coordonné par UMOA Titres. C'est à travers des émissions d'obligations assimilables du Trésor OAT et de bons assimilables du Trésor BAT qui sera clôturé le vendredi 9 août prochain que ces fonds seront rassemblés. Dans les détails, 10 milliards de francs CFA seront collectés à travers l'émission de BAT de nominal 1 million de francs CFA. Ces bons d'une maturité de 182 jours offriront des taux d'intérêt multiples. Quant aux OAT, dont la valeur nominale est de 10 000 francs CFA, ils seront collectés à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Ces obligations sont proposées avec des maturités d'1 an et 5 ans, respectivement à des taux d'intérêt fixés à 6,40%. Ces fonds récoltés lors de cette opération permettront au Togo de financer son budget 2024. Rappelons que l'objectif annuel du ministère en charge des Finances est de 607 milliards de francs CFA. Par ailleurs, après plusieurs émissions de titres sur le dit marché, le ministère de l'Économie et des Finances a totalisé 531 milliards de francs CFA qui équivalent à 87% de l'objectif de l'année. Axé sur le thème « Renforcer la satisfaction des utilisateurs des services des télécommunications et du transport aérien pour une meilleure connectivité aérienne et numérique », le Togo accueille bientôt le Forum panafricain sur la protection des consommateurs. En effet, l'Union africaine des consommateurs UAC se mobilisera pour l'effectivité du MUTA, marché unique du transport aérien africain. Il s'agira de réfléchir à des solutions à apporter aux problèmes auxquels font face les consommateurs de transport aérien dans la connectivité à la fois pour les personnes que pour les biens. Également, un second aspect portant sur la télécommunication sera abordé. Ce domaine en pleine évolution rencontre des défis liés à la qualité des services, la tarification équitable et juste, transparente, la gestion des plaintes des consommateurs, l'information et l'éducation des consommateurs, la protection des données personnelles et l'implication des organisations des consommateurs dans la régulation, entre autres. La lutte se concentrera donc au renforcement de la régulation des télécommunications en Afrique. Rappelons que la protection des consommateurs est une préoccupation fondamentale dans un monde où les marchés deviennent de plus en plus globaux et complexes. Aussi, le Forum panafricain de protection des consommateurs joue un rôle vital dans la coordination des effets régionaux pour améliorer la protection et promouvoir un environnement commercial équitable. En renforçant la coopération, en harmonisant les régulations et en utilisant les nouvelles technologies, il est possible de créer un cadre plus sûr et plus équitable pour les consommateurs à travers le continent. Depuis dimanche dernier, l'Église catholique du Togo pleure un grand serviteur de Dieu, l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Anani Nicodème Bariga Bénissant, après une hospitalisation dans un hôpital de la place. Tel un choc, les hommages se multiplient. Informé officiellement du décès du prélat ce mercredi par une délégation de la Conférence des évêques du Togo, conduite par Monseigneur Benoît Aloonu, le chef de l'État Fornia Singbe a saisi l'occasion pour adresser ses sincères condoléances ainsi que celles du gouvernement à la Conférence des évêques du Togo, au clergé, à la famille du défunt et à l'ensemble des fidèles catholiques. Toujours dans le milieu politique, cette disparition suscite de l'émoi et l'opposition togolaise se montre très touchée. Les FDR, l'ANC, la DMP ou encore la CDPA, entre autres, saluent la mémoire d'un homme infatigable, méticuleux et humble. Rappelons que Monseigneur Nicodème Bariga a aussi servi la politique togolaise lorsqu'il s'est vu confier la présidence de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, entre 2009 et 2012. Ses qualités de médiateur surtout discret lui ont valu d'être rappelé pour servir de facilitateur dans le dernier dialogue au Togo, celui de Togo Télécom 2. Par ailleurs, Monseigneur Nicodème Bariga est le président de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix au sein de la Conférence des évêques du Togo. Solidaire du Mali, le Niger rompt à son tour ses liens avec l'Ukraine.
Niamey a annoncé mardi rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali, reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats avec des séparatistes et des djihadistes. L'armée malienne et un groupe paramilitaire russe avaient reconnu des pertes importantes lors de combats à la frontière algérienne dans l'extrême nord-est du pays. Cette défaite est la plus grande subie en une bataille par le groupe paramilitaire russe en Afrique, selon les analystes. Un responsable du renseignement militaire ukrainien avait alors sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque. À l'issue de ces déclarations, le Mali a annoncé la rupture de ses relations avec l'Ukraine qui a rejeté lundi les accusations et a regretté la décision qu'elle a jugée précipitée. Le Niger a annoncé mardi la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de statuer sur l'agression ukrainienne. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo à soutenir la mission d'Afrique australe présente dans ce pays. Le projet de résolution était porté par la Sierra Leone et la France. Le projet de résolution cherche également à créer un environnement propice à la mise en œuvre des efforts de paix régionaux en cours, notamment en saluant le récent accord de cessez-le-feu négocié par l'Angola entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda. Nous pensons que le dialogue est extrêmement important pour le règlement des différends entre les parties en conflit en RDC. Cette mission des casques bleus s'y résume en quelques points essentiels, évoqués par Nathalie Estival-Broderst, représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies. La mission des Nations Unies pourra apporter un appui technique en matière de protection des civils. Elle pourra fournir un soutien logistique en cas d'évacuation sanitaire ou encore partager ces renseignements. Il s'agit donc d'une étape significative dans la consolidation des efforts internationaux pour lutter contre les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Un accord de cessez-le-feu a été conclu il y a quelques jours entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23, appuyée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Mais le M23 s'est emparé d'Ishacha, une localité frontalière de l'Ouganda, le dimanche 4 août, malgré ce cessez-le-feu. Au Soudan, le bureau de la coordination des affaires humanitaires a condamné mardi le blocage de l'aide destinée aux populations du Nord Darfour, où de nombreux enfants sont menacés de mort par la malnutrition, selon l'ONU. Lorsque la famine survient, cela signifie que nous sommes arrivés trop tard. Cela signifie que nous n'avons pas assez fait. Cela signifie que nous, la communauté internationale, avons échoué. Il s'agit d'une crise entièrement provoquée par l'homme et d'une tâche honteuse sur notre conscience collective. Depuis plus d'1 an, les forces du général Hemeti affrontent l'armée régulière du Soudan et l'ONU ne cesse d'interpeller les parties prenantes à ce conflit meurtrier. Nous avons déjà répété et appelé le Conseil de sécurité à condamner les pays qui fournissent des armes et un soutien logistique au RSF en étant partie prenante à ce conflit. Cela entraînera une détérioration de la situation humanitaire. Certains grands pays ont totalement refusé d'inclure dans la résolution 2736 une condamnation des RSF et nous leur avons également demandé de faire pression sur ces pays pour qu'ils lèvent le siège d'autres villes assiégées au Darfour. Et maintenant, vous venez nous parler de famine. S'il y a une famine au cours de la 5e phase ou même de la 100e phase de l'IPC, nous sommes prêts à coopérer avec vous et nous ouvrirons les points de passage pour toute aide humanitaire. Le responsable de l'ONU a également évoqué les difficultés à acheminer l'aide à des parties importantes du pays, ajoutant que la moitié de la population soudanaise souffre de faim aiguë, alors que le financement du plan d'aide est insuffisant.
L'élevage de poissons pour survivre au changement climatique. C'est la solution trouvée par les Maasai au Kenya. Avec le changement climatique impactant leur bétail, de nombreux Maasai comme Charity se tournent vers la pisciculture. Autrefois, son mari gérait le bétail, mais la grave sécheresse de 2020 à 2023 a tué des centaines de vaches et de moutons de leurs troupeaux. Quand la sécheresse est arrivée pendant 4 années consécutives, nous avons été sévèrement touchés. Nos vaches sont mortes, nos moutons sont morts. Nous n'avions plus rien. Les terres étaient laissées à nu, sans rien pour les vaches à paître. J'ai donc décidé de mettre de côté un morceau de terre pour élever des poissons et observer comment ils se comporteraient, car j'ai réalisé que c'était une bonne source de nourriture. Je peux aussi les emmener sur le marché, les vendre et éduquer mes enfants avec les revenus. L'élevage de poissons nécessite beaucoup de capitaux en raison des coûts élevés de l'alimentation. C'est avec l'aide du gouvernement que Charity a commencé son activité en créant l'année dernière un étang à poissons. Le gouvernement lui a fourni des lignées, des tilapias du Nil et des aliments. Ce programme vise à encourager la consommation de poissons dans la communauté Maasai. Pour répondre à cette question de la rareté des terres, des changements dans les systèmes de subsistance dus au changement climatique, le programme a trouvé important d'avoir des élevages de poissons dans les milieux ruraux. Au moins, ils ont des moyens de subsistance alternatifs et une diversification des systèmes alimentaires pour répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition au sein de leur foyer. Diversifier les revenus aide à combattre les effets du changement climatique. L'Autorité nationale de gestion de la sécheresse du Kenya indique que 2,6 millions de bovins sont morts à cause de la sécheresse entre 2020 et 2023. Le Hamas a déclaré mardi avoir choisi Yahya Sinwar, son plus haut responsable à Gaza depuis 2017, comme nouveau chef. Le groupe militant palestinien a déclaré dans un communiqué avoir nommé Sinwar à la tête de son bureau politique pour remplacer Ismail Haniyeh. Le choix de ce personnage secret qui dirige les partisans de la ligne dure du Hamas est considéré comme un geste de défi. Après la mort de Haniyeh en Iran la semaine dernière dans une frappe imputée à Israël, Sinwar est désormais en tête de la liste des personnes à abattre de l'État hébreu. Yahya Sinwar est un terroriste de haut rang, responsable de l'un des actes terroristes les plus horribles de l'histoire, le 7 octobre. Il n'y a qu'une place pour Yahya Sinwar. C'est à côté de Mohammad Daif, de Randour et d'Ayman Nofal. C'est le seul endroit que nous prévoyons pour Yahya Sinwar. En mai dernier, les procureurs de la Cour pénale internationale ont demandé un mandat d'arrêt contre Sinwar, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense pour crimes de guerre.